Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue sur Mastering AI dans cette nouvelle épisode de la série Python, Machine Learning et déploiement des modèles d'intelligence artificielle. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, ça veut dire que vous voulez mettre en place votre propre RAG. Pour ceux qui viennent de la vidéo précédente, vous avez vu avec Stephen toute la phase de prototypage. Vous avez testé en fait une recherche sémantique dans une base de données Postgre avec une extension pgvector. Pour rappel de ce qu'on cherche à mettre en place, ça ressemble à ceci-là. Vous voyez là, c'est une architecture simple d'un RAG. Il s'agit là de mettre en place un chatbot qui va permettre de répondre en se basant sur nos propres données internes. Et dans une vidéo, on a en fait présenté cette architecture-là du RAG et qui utilise certaines technologies telles que Chainlit, des LLM telles que ChatGPT et une base de données Postgre avec l'extension pgvector. Cette vidéo consiste en la mise en service. Ça veut dire que dans cette vidéo, on va se servir de ce que vous avez fait dans la précédente vidéo avec Stephen, dont je vous recommande d'aller regarder la précédente vidéo si vous n'avez pas encore fait. Car on va utiliser des bouts de code qui ont déjà été écrits durant cette phase-là pour essayer de construire un système complet de chatbot avec une interface utilisateur identique à ChatGPT en utilisant Chainlit pour cela. Donc ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de sortir du notebook. Si vous ne savez pas, plusieurs projets de data science ont de la peine à sortir du notebook. Car lorsque vous travaillez sur un projet concret, l'objectif vraiment c'est de quitter du notebook là pour permettre de déployer votre modèle. Nous sommes dans une phase de mise en service. Donc ici, on va voir comment on va structurer notre projet pour mettre en place un RAG performant. On va essayer de bien écrire du code, d'architecturer tout cela pour que ce soit compréhensible par tous et même par des futures personnes qui vont prendre ce projet en main. Après ceci, dans la prochaine vidéo, on va passer au déploiement de ce RAG. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne surtout pas manquer la prochaine vidéo qui montre comment on va déployer notre RAG sur un serveur. Vous êtes prêts à mettre en place ce RAG, ce prototypage qui a été fait durant la dernière vidéo sous forme de service? Allez, let's go. Si vous venez de la précédente vidéo sur le prototypage que vous avez fait avec Stephen, vous avez déjà configuré votre environnement de développement. Pour ceux qui découvrent cette vidéo-là, il faut le faire. Il faut notamment une version de Python en fait, supérieure à 3.10 installée sur votre machine. Et il faut aussi une clé API parce qu'on utilise OpenAI pour tout ce qui est génération de vecteurs, mais aussi génération du texte final par un LLM. Donc il faut absolument une clé OpenAI pour pouvoir utiliser ces modèles-là. Normalement, il vous faut aussi du PostgreSQL installé sur votre machine avec une extension pgvector. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment vous pouvez installer cela sur votre propre système. Là, vous êtes sur Google et si vous tapez pgvector, mettre Ubuntu parce que moi je suis un système Linux. C'est un projet open source et quand vous arrivez sur le site, vous voyez là en fonction de votre système d'exploitation, il y a différentes méthodes pour installer cela. Et dans la vidéo précédente, vous avez dit suivre ces étapes-ci sur Windows pour pouvoir installer pgvector. Donc ensemble, on va installer cela sur Linux pour tous ceux qui ont un système d'exploitation Linux. Donc on va commencer par aller dans le répertoire terme. Et là, on nous demande de cloner tout le répertoire de repository pgvector. Du coup, là, je vais cloner, git clone. Je récupère. On me demande de me déplacer dans pgvector et d'exécuter juste un make comme ça. C'est fini et ensuite on me demande de mettre un make install. Et après on me dit là que ça peut nécessiter d'être précédé par sudo. Bon, on doit être en super admin. Je vais taper sudo make install. Et là, normalement, c'est bon. On a pgvector installé sur la machine. Dans la foulée, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le projet. La dernière fois que vous avez travaillé, le projet a été mis sur GitHub. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cloner ce projet-là. Donc moi, je vais mettre cela. Vous allez dans un dossier dans lequel vous sauvegardez généralement vos projets. Moi, c'est ici. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler chatbot. Bon, ou bien je clone directement là. Je vais faire un git clone. Comme ça. Bon, je vais récupérer le lien HTTPS. Parce que là, on me demande, il faut que je configure des clés SSH, mais apparemment, je n'ai pas configuré.
Donc du coup, moi, je vais faire un git clone. Là. Et vous voyez que là, j'ai chatbot track. Je vais ouvrir cela avec Visual Studio Code. Là, j'ai le projet qui est ouvert et l'état du code correspond exactement à ce que vous avez fait la dernière fois avec Stephen. Vous avez testé rapidement un système de rack, mais dans un notebook. L'objectif ici, là, je le redis, c'est de sortir du notebook-ci et de construire une application réelle de chatbot. Déjà, ce qu'on va commencer à faire, c'est créer notre environnement virtuel. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un environnement virtuel, je vous conseille de regarder une vidéo qu'on a fait à ce sujet. C'est important de créer des environnements virtuels lorsque vous voulez en fait travailler dans un projet pour ne pas installer toutes les dépendances sur votre propre machine. Donc là, je vais créer un environnement virtuel venv en tapant la commande Python 3-m venv et je vais nommer mon environnement peut-être toujours venv parce que dans la précédente vidéo, c'était venv. C'est ce qui est dans le Git ignore parce que généralement, on ne veut pas que cet environnement virtuel là aille sur GitHub. Du coup, je vais appeler venv et je tape entrée. Vous voyez que là, mon environnement virtuel a été créé. Il faut l'activer. Et pour cela, je tape la commande source venv. Il y a un dossier bin à l'intérieur et j'exécute le script activate comme ceci. Vous allez voir que mon terminal là se possède de venv, ce qui montre que c'est bien activé. Donc ici, je peux maintenant exécuter la commande pour installer toutes les dépendances qui sont normalement dans le requirements.txt. Du coup, c'est juste ça que je vais taper. Je vais taper la commande pip. On installe avec pip. Install-r pour préciser que je veux installer tout ce qui est dans le requirements.txt. Je tape entrée. Et là, je vais tout installer. Voilà que l'installation est terminée. J'enlève cela et je vais créer un fichier .env parce que normalement là on utilise la clé API d'OpenAI et on met cela dans un fichier .env pour que cela n'aille pas sur Git. Du coup, je vais créer là un premier fichier, un fichier .env et je vais rajouter la clé OpenAI key ici. Du coup, là, je vous conseille de mettre votre propre clé OpenAI pour pouvoir l'utiliser. Nous venons ensemble de cloner le projet que vous avez fait la dernière fois. Nous avons installé toutes les dépendances nécessaires dans notre environnement virtuel. Maintenant, nous allons en fait structurer le projet. Nous allons en fait petit à petit sortir les bouts de code dans le notebook, les réécrire au besoin, pour qu'à la fin, on puisse avoir plusieurs petites fonctions ou bien plusieurs classes qui communiquent entre elles. Mettons tout cela en place. Bon, moi, je vais commencer par créer un dossier. On va appeler ça src pour source. À l'intérieur, je vais créer un fichier main. Ça sera le point d'entrée de notre application. C'est ici qu'on va écrire le code relatif à Chainlit. On va écrire dans ce fichier-là. Je vais créer un autre fichier que je vais appeler rack system. Donc, dans ce fichier-là, on va écrire notre classe rack. Donc ici, il y aura toutes les fonctions qui permettent de calculer les embeddings, d'enregistrer les données dans notre base Postgre, de créer des extensions. En fait, tout sera compris dans notre classe. Cette classe-là qu'on va écrire dans ce fichier-ci sera instanciée dans le main et après on va pouvoir utiliser les fonctions de cette classe. On n'est pas obligé de faire en programmation orientée objet, mais c'est pas mal pour revoir ce qu'on a fait en Python dans les premières vidéos de cette série-là. Du coup, je viens dans ce fichier. Je vais commencer par importer OpenAI. Bon, là, ça ne voit pas parce que je n'ai pas configuré CTRL-SHIFT-P pour configurer l'interpréteur. Du coup, c'est ça, le venv. Donc, on voit que OpenAI est maintenant reconnu. Import OpenAI. Comme ça. Ok. Donc, ça, on va plutôt faire ça dans le main. J'enregistre. Alors on voit ensemble le notebook pour voir ce qui a été utilisé. On voit qu'il y a Psycop qui permet d'interagir avec la base de données.
OpenAI pour pouvoir accéder au modèle, au calcul des embeddings, bon, aux fonctions qui permettent de calculer les embeddings et générer du texte. Donc, par quoi on va commencer? Déjà, on va aller dans Rack System. Ici, on va commencer à écrire nos fonctions du rack. On va extraire petit à petit les bouts de code qui sont dans le prototypage. Prototypage.notebook. Du coup, je vais commencer par créer une classe que je vais appeler Rack System, comme ça. Mais je mets tout en majuscule. Comme ceci. Du coup, je vais appeler la classe Rack System. Et ce que je vais faire, j'écris une première fonction comme on connaît, qui est en fait le constructeur. Et ce constructeur, qu'est-ce qu'il va prendre Donc, qu'est-ce qu'on va passer à notre classe lorsqu'on va l'instancier? Je veux bien qu'on passe la clé API d'OpenAI. Oui, on peut passer ça. Donc, je vais mettre ça. Ça sera de type string. On peut également passer la connexion, les paramètres de connexion à la base de données, l'URL de connexion. Donc du coup, je mets ça. Puisque notre rack est connecté à une base de données, c'est bien que lorsqu'on instancie le rack, on passe l'URL qui permet de se connecter à cette base de données-là. Et du coup, comme d'habitude, ce qu'on va juste faire, on fait le self.openai, OpenAI client, égal au OpenAI client qui est passé en paramètre. Pareil pour DB connection. Bon, pour être sûr de ne pas faire des erreurs, je vais copier comme ça. Ça sera là. Donc là, on a notre constructeur. Je pense que c'est tout. Bon, les données aussi. On peut passer, parce que là, on a nos données qui sont dans le répertoire data. Donc, on peut dire que lorsqu'on instancie notre rack, on peut aussi passer l'URI plutôt vers les données, vers le répertoire. Donc, on va mettre la data path comme ceci. Ça sera tout égal à un string. Et là, on fait data path comme ça, égal data path comme ceci. Du coup, lorsqu'on va instancier notre rack system, on doit passer obligatoirement tous ces paramètres-là. La clé OpenAI, l'URL de connexion à la base de données et l'URI vers les données. Donc ici, on aura beaucoup plus de données que juste ce simple fichier-là que vous avez vu la dernière fois. Donc là, je vais copier et je vais vous fournir le lien pour avoir ces données. Et je vais mettre dans data comme ceci. Vous voyez que là, on a beaucoup plus de données. Ce sont les conversations. Et contrairement à ce que vous avez fait durant la phase de prototypage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer chaque document, chaque fichier TXT sera un enregistrement dans notre base de données. Donc, c'est chaque fichier qu'on va directement transformer en embedding et sauvegarder cela dans la base de données. Quand je parle d'embedding, une fois de plus, ce sont juste des vecteurs sémantiques. Donc là, on a data. On peut mettre ce data-là dans le gitignore pour que ça ne parte pas sur GitHub. On peut mettre comme ceci. Ou bien je peux aussi le laisser parce que si vous clonez ce projet, vous devez avoir accès aux données également. Donc je vais laisser, je vais bien envoyer tout ça sur GitHub. Ce n'est pas très lourd, donc ça peut passer. Du coup, si on revient à notre rack system, qu'est-ce qu'on veut lorsque on instancie notre rack? On va aller dans le prototypage, on voit ce qui a été fait. Déjà, on veut se connecter. On veut se connecter et créer des tables s'il n'y a pas. On veut se connecter à notre base de données. Donc, ce bout de code-là qui crée l'extension déjà Vector, vous vous souvenez, on a installé pgvector. Du coup, il faut ajouter cette extension Vector dans notre base de données. Donc, une fois connecté, voilà, il y a un petit code.connect, cette fonction-là qui permet de se connecter. Il faut justement qu'on crée l'extension en fait Vector dans cette base de données pour que ça supporte en fait le calcul d'embedding. Donc, on va copier ce bout de code-ci, juste ce bout de code-là. On vient dans notre rack system, on va coller ça ici, comme ceci. Là, ça supprime une table embedding si ça existe. Bon, on n'est pas obligé de faire forcément ça. Je peux laisser. C'est qu'à chaque fois, lorsqu'on va instancier notre rack system, ça va supprimer la table embedding. La vidéo précédente, vous avez peut-être besoin de ça, mais ici, on va créer une seule fois la table ici. Voilà, le créer table if not exist embeddings. Donc, premièrement, on va créer d'abord l'extension pgvector dans la base de données.
Et ensuite, on va créer une table embeddings. Bon, pour l'instant, cette table a un ID, ça a un corpus, on va appeler ça document. Parce que dans cette vidéo, chaque document texte sera un document, comme on a dit là. Ça sera un enregistrement dans notre base de données. Donc, on va mettre document comme ceci. Ça sera de type texte et embedding qui sera un vecteur de taille 1536, qui est la taille que l'API d'OpenAI, le modèle ADA, nous renvoie. Du coup, là, à présent, on est sûr que lorsque on va instancier notre RAG system, tout ce code va s'exécuter. On aura une connexion à notre base de données. On va créer une extension et on va créer la table embeddings avec les colonnes nécessaires. C'est-à-dire l'ID, le document qui sera un fichier texte que vous voyez là, et la représentation vectorielle de ce document. Et après, bien sûr, il faut faire un con.commit pour sauvegarder en fait l'exécution, la création de la table dans la base de données. Mais n'oublions pas cependant d'importer le psychop là. Donc là, on va venir ici en haut, on va faire import. C'est ça, oui, comme ceci. Donc je pense que ça c'est déjà bon. Lorsqu'on va instancer notre RAG, on aura tout ceci. On va dans prototypage et on voit ici, on va faire cela plus tard. Donc après, on doit décider des différentes fonctions de notre RAG. Quelles sont les différentes fonctions que notre RAG aura? On va là calculer embedding, on va save embedding et on va aussi retrieve similar corpus. Là, c'est la recherche sémantique. Donc, on va essayer en fait de réécrire toutes ces fonctions-là dans notre système. Du coup, la première fonction qu'on va écrire, c'est la fonction compute embedding. Comme ceci. On met d'abord self, le mot-clé self, qui est l'objet courant lorsqu'on va instancier le RAG system. Et on va aller là, on va juste copier cette fonction-là. C'est cette fonction. Il a appelé ça calculate embedding. Donc, je copie ce code-là. Je vais mettre là, ici. Comme ça. On voit que cette fonction prenait le client OpenAI. Et on n'a plus besoin de passer cela en paramètres parce qu'on a directement OpenAI Clients lorsqu'on instancie notre classe. Donc, du coup, là, j'ai fait juste un self point OpenAI Clients comme ceci. Et je vais supprimer juste ça. .embeddings.create. Et cette fonction prend en fait l'input. L'input, généralement, c'est le texte qu'on veut transformer en embeddings. C'est là qui était corpus. Donc là, on a appelé pour nous document. Donc là, la fonction qui calcule l'embedding doit normalement prendre le texte pour lequel on veut calculer l'embedding. Donc c'est document qui sera de type string. Et c'est là qu'on passe ici. On a notre fonction compute embedding qui est prête. Ça va prendre notre texte, ça va faire appel à OpenAI et au modèle text embedding de ADA pour pouvoir nous retourner en fait un format. Ça sera un float avec un vecteur de taille 1536. Et là, on peut bien spécifier le type retour si on veut. Je pense que c'était spécifié ici sur calculate embedding. Oui, pour dire que ça retourne une liste de float. On peut mettre là. Ça retourne une liste de float. On va écrire notre seconde fonction qui sera, allons voir ensemble, save embeddings. Donc on peut écrire cela. Je peux même directement tout copier. On va copier la fonction save embeddings qui sera dans notre RAG system. Ça va prendre le document. Ça va prendre l'embedding qui était calculé et on n'a plus besoin de ça parce qu'on va directement écrire le code. Ça ne retourne rien. Donc, on va aller dans le prototypage pour voir ce qui avait été fait. C'était juste une connexion. Il faut se connecter d'abord à la base de données. Pourquoi je ne passe plus le cursor là en tant que paramètre de la fonction? Parce que je veux vraiment tout isoler dans notre RAG system. Parce qu'il ne faut pas que lorsqu'on va faire appel à la fonction main, parce que ces fonctions là seront appelées dans le fichier principal. Je veux pas en fait, je veux bien séparer les logiques. La logique de tout ce qui est interaction avec la base de données et tout ce qui est fonctionnement du RAG même, en utilisant Chainlit. Donc en fait, chaque fonction là, lorsqu'on veut peut-être enregistrer un embedding, on se connecte et on enregistre. Mais ce qui peut être dommage là, c'est que si on met la fonction qui permet de se connecter à la base de données là, à chaque fois qu'on va appeler le save embedding, ça va se connecter, enregistrer. Et il y aura un moment où ça sera forcément limité parce que ça va se connecter à chaque fois. Donc on va peut-être écrire une autre fonction qui sera insert data peut-être.
qui va prendre en entrée tous nos documents. Donc on va mettre une liste, ça sera une liste de string, une liste de documents. Bon, ça ne retourne rien, donc on peut toujours mettre comme ça là, non. Et c'est ici qu'on va en fait écrire le code qui permet de se connecter. Donc connect, donc on aura le psycop.connect, dbconnection strf, mais là on va accéder à self.dbconnection parce que ce n'est plus directement disponible. Il faut accéder à l'objet courant parce qu'on a mis ça lorsqu'on instancie notre objet, notre rack system. Du coup, dès qu'on aura ça, ici on peut maintenant boucler entre tous les documents et à chaque fois maintenant enregistrer en passant le curseur. Donc finalement on va laisser le curseur ici en paramètres comme c'était ici. C'est bien de mettre les types en Python, ça nous prévient des erreurs. Là, on aura nos documents. On va boucler en fait. For document, in documents comme ceci. Et pour chaque document, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'embedding de chaque document. Donc, on aura en fait le compute embedding. Donc, on compute. On va créer une variable qu'on va appeler embedding qui sera égale à compute embeddings, bon, self parce qu'il faut accéder à la fonction self.compute embedding du document. Donc cette ligne là va calculer l'embedding du document qui est un texte. Il va nous retourner en fait le vecteur. Et après ce vecteur là, il faut l'enregistrer dans la base de données. C'est là qu'on va faire appel à la fonction save embedding. Parce que n'oubliez pas, là on veut insérer les données. Bon, on veut mettre même insert documents. Là on veut insérer tous les documents dans notre base de données. Et pas juste les documents et les embeddings associés à ces documents-là. Parce que c'est dessus qu'on va faire notre recherche sémantique. Donc, j'ai mis la insert document, ça va prendre tous les documents. Ça boucle, ça se connecte d'abord déjà à la base des données. Après, ça boucle sur tous ces documents. Pour chaque document, ça compute l'embedding. Ça va calculer l'embedding. Et ensuite, lorsque l'embedding est calculé, on save l'embedding dans la base de données. Donc, ce qu'on va faire, on accède à self.save embeddings. Et là, ça prenait justement le document en question, donc ce document-ci, en premier paramètre. On peut même faire comme ça. Et en deuxième paramètre, ça prenait justement l'embedding du document qui a été calculé. Donc, on peut faire ça, égal embedding. Du coup, on fait appel à save.embeddings, mais ici, on a oublié de passer self. Donc, on passe l'objet courant self. Et on va passer en troisième paramètre le curseur, donc ça qui va permettre d'exécuter justement la requête SQL insert into embeddings. D'ailleurs, il faut qu'on change le nom là. On va mettre le document là, qui sera le texte et l'embedding associé. Et la variable justement, ça sera document et l'embedding. Donc je disais qu'ici, on va passer justement le curseur, donc cursor égale ceci. Donc lorsqu'on va appeler notre fonction insert documents, on va passer tous les documents. Les documents justement c'est cette liste là. On va se connecter à la base de données en accédant à la variable à l'URI de connexion. Et ensuite on va boucler sur tous les documents et enregistrer chaque document un à un. En utilisant la requête insert into embeddings, ça sera le nom de notre table, document et embedding. Mais le problème ici là, c'est que le insert document sera appelé dans la main function. Et moi, je ne veux pas que la main soit responsable de charger toutes ces données-ci. Je veux que tout cela soit dans mon rack. Le rack, c'est vraiment, comme on a dit là, c'est connecté à notre base de données. Donc, on doit vraiment isoler cette logique-là dans le rack. Donc, ce qu'on va faire ici là, c'est qu'on va lever le document ici en paramètres. Et ici, on va déclarer une variable documents qui sera égale à une liste. Donc il faut qu'on charge directement ces documents là, ici là. Pour cela, on va lister tous les fichiers avec l'extension .txt. Donc je vais arriver là, je vais faire un import de OS. Là, je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler files, path pour le chemin des fichiers. Et on va accéder à la méthode de listdir. Listdir permet de lister en fait tous les fichiers qui sont dans un répertoire.
Et le répertoire ici, là, c'est le répertoire data path, le répertoire de nos données. Donc là, je vais mettre listd de self.datapath plutôt, c'est ça, comme ceci. Et là, normalement, j'aurai toute la liste de tous les documents qui sont dans data. Mais là, je ne veux uniquement les documents qui finissent par .txt. Donc dans mes documents, c'est là. J'aurai tout, pour l'instant c'est bon, ça a tout fini par .txt. Mais au cas où j'ai d'autres documents, je veux uniquement ceux qui finissent par .txt. Donc ici, je vais mettre là, je veux tous les fichiers. Donc je vais mettre file, for files in file path. C'est ce qu'on appelle une list comprehension. Donc ça, normalement, ça remplit en fait mes documents de tous les fichiers qui sont ici, dans le nom des fichiers. Donc normalement, si on affiche ça, vous allez voir 0017.txt et ainsi de suite. Mais y compris ceux qui ne sont pas des .txt. Donc là, je vais mettre une condition à la fin. If le fichier en question, je vais mettre le end with. Bon, le fichier en question se termine par .txt. Comme ceci. Donc la condition ci doit être respectée. Donc ce qui fait en sorte que dans le document, j'aurai uniquement tous les chemins qui se terminent par .txt. Donc ici là c'est toujours documents path, c'est juste le chemin, ce n'est pas encore le document. Même là, for document path in documents path, comme ceci, je rajoute un path là. Donc ce qu'on va maintenant faire là, c'est qu'il faut lire ce document. Il faut justement lire le contenu de ce document. On va ouvrir le document, ça sera un with open, comme ceci. Là, on aura le chemin. On va remettre self.datapath et on va ouvrir en mode lecture as file. Donc là, on aura le fichier en question. Et là, le document même qu'on va calculer, dont on va calculer l'embedding sera égal à files.read. Comme c'est un TXT, c'est facile. Donc, on lit entièrement le fichier d'un seul coup. Et là, je vais déplacer pour respecter l'indentation. Du coup, là, on aura notre document qui sera lu et dont il sera calculé l'embedding. Mais là, en fait, ce n'est pas le chemin complet. Là, c'est le chemin vers le dossier. Donc ici, on aura, ça sera data. Il faut concaténer cela avec document path. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un os.path comme ceci. Il y a une méthode qui est join qui permet justement de concaténer les deux. Donc, ça sera self.path comme ça. Donc le os.path.join prend en fait tous les chemins dont on veut concaténer. Dans la fin, on aura vraiment tout le chemin vers chaque document .txt. Là, c'est dans une boucle. Donc à chaque fois, on va concaténer, on va lire l'intérieur du document avec le file.read. Ce qui va charger tout le contenu du document et tout ce contenu là sera transformé en embedding et après on enregistre cela dans la base de données. À la fin, on peut mettre un message. On peut afficher un message là. On peut une store comme ceci. Donc là, on aura tous les documents. Bon, je vais me changer la fonction là. Je vais mettre store document. Je préfère, c'est juste une question de préférence. Je pense qu'il nous manque là deux fonctions. Déjà la fonction qui permet de faire la recherche sémantique. Parce qu'une fois qu'on va enregistrer tous nos données et les vecteurs associés dans notre base de données, il faut justement une méthode qui permet de faire cette recherche sémantique. Cette méthode là prend la requête de l'utilisateur en paramètre. Bon, déjà c'est déjà écrit là. On va aller plutôt regarder. Du coup c'est ça. C'est la méthode de retrieve similar corpus. Donc je vais copier. Et on va l'adapter. Input corpus, là c'est la user query, donc la demande de l'utilisateur. Ce qui va demander via le chat, ça sera un string. OpenAI Client, on n'a plus besoin de ça parce que c'est directement dans notre objet, pareil que ça. Donc la méthode va juste prendre la requête de l'utilisateur et faire la recherche sémantique pour retourner tous les vecteurs associés.
Donc, la première chose qu'on va faire, c'est justement calculer l'embedding. C'est notre fonction compute embedding. Donc, on va déjà, c'est ça, hein. Lorsque l'utilisateur fait une requête, on va faire la représentation vectorielle du message de l'utilisateur. C'est ce calcul-ci qu'on va essayer de faire là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est input user query embedding, c'est le retour, qui sera égal à self.compute embedding. Maintenant, c'était quoi? Oui, compute embedding. Ah, ça ne va pas parce que je n'ai pas mis le self là ici. Du coup, j'aurai compute embedding comme ça. Et le compute embedding prend juste le document associé qui sera en fait la user query. Parce que client c'est directement dans l'objet. Donc on va mettre là, on passe juste user query. Donc là on voit qu'on aura en retour la query de l'utilisateur en vecteur. Donc l'utilisateur va poser un message, on va représenter en vecteur ce message là avec le même modèle, parce que c'est important, il faut représenter avec le même modèle qui a servi à enregistrer tous les documents. Une fois qu'on aura la user query, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter déjà à la base de données. Donc ça self. C'était bien db, oui ça. Et on va exécuter notre requête. La requête là, c'est select id document embedding, qui est la représentation vectorielle de la table embeddings. On fait un order by. C'est ça en fait, c'est ça qu'on appelle la recherche sémantique. Donc ce que ça fait, c'est que ça calcule les distances entre l'embedding, donc tous les embeddings qui sont dans la base de données, les embeddings de chaque document-ci, avec l'embedding du vecteur. Le S là, c'est juste pour sécuriser, c'est juste pour éviter les injections par SQL. Après, on passe directement à la query là. Donc c'est le bon, je vais déjà remplacer ça. Je vais mettre ça. Donc la user query embedding 2.2. Vecteur. Donc ça calcule en fait une distance, la distance entre la requête que l'utilisateur a faite et les documents qui sont contenus dans notre base de données. Donc ce qu'on peut faire un order by, on peut mettre un ascendant. On met ascendant là parce que je veux que ça ordonne par cette distance là du plus petit au plus grand. Là, ça va nous retourner en fait des documents qui sont plus proches, dont la distance entre la requête de l'utilisateur et les vecteurs dans la base de données est plus proche. Et ce qu'on peut faire par exemple, c'est prendre juste les deux premiers. Donc on va récupérer les documents, l'embedding associé. On n'a pas vraiment besoin de l'embedding, mais on peut quand même récupérer. On va récupérer tout cela dans la table embeddings et on va ordonner en fait par distance de similarité ascendante. Donc ça sera en fait des vecteurs ou bien des documents qui sont plus proches, donc qui ont une plus petite distance, qui seront retournés. Et on va juste prendre les deux premiers. Parce que si on ne limite pas, ça va carrément renvoyer tous les documents de notre base de données parce que ça reste un select qu'on a fait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste les plus proches. On peut mettre les deux les plus proches. Et comme on veut déjà plus de 2, on va plus faire un fetch one, mais on va faire un fetch all. Comme ça. Maintenant, là, on retourne le résultat. Mais en vrai, on n'a pas besoin de retourner tout le résultat, dont l'ID, le document et l'embedding. Ce qu'on veut, c'est juste un contexte. On veut un ensemble d'informations sur lesquelles le chatbot va se baser pour pouvoir répondre. Donc, on peut juste récupérer tous les documents. Donc, ce qu'on va faire, le document, c'est à la deuxième position. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va dire que là, au lieu de retourner carrément tout, on va retourner juste un string qui sera juste le contexte, quoi, qui sera juste le document, les documents sur lesquels le chatbot va se baser pour pouvoir répondre. Donc, à la place de faire ça, on va remplacer le result là déjà par record parce que c'est un enregistrement de la base de données. Ça sera plusieurs enregistrements, ça sera 2. Et on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler le résultat final, result. Et on va concaténer, en fait, on va concaténer tout ce résultat. Donc, je vais faire ça. Je vais faire un point join. Et là, je passe la liste. La liste, là, ça sera juste le texte ou bien le record de 0. Record de 1 plutôt parce que 0, c'est ID. Donc, 1, c'est document. Donc, record de 1. For record in record. Les listes comprehension, c'est vraiment utile. Ça nous aide à écrire du code qui est simple, lisible
et très efficace, je trouve. Donc là, on va juste prendre pour chaque record, bon, pour chaque enregistrement de la base de données, on accède au premier élément, qui est notamment le document. Et après, il y aura un point join. Donc, au lieu d'une liste là, on aura en fait à la fin un string qui va être retourné ici. Et ensuite, on va écrire notre dernière fonction qui permet de générer, donc qui va se servir du retour de cette fonction-là, qui va prendre tout ce contexte, ces informations qui ont été retirées de la base de données pour pouvoir générer une réponse en utilisant LLM. Donc, bon, déjà ça, je vais remplacer le nom de la fonction, je vais mettre la semantic search. Comme ça, ouais. Je vais mettre la semantic search et on va écrire la dernière fonction. Si je vais dans prototypage, c'était ça. Generate response. Encore, il y a plusieurs techniques pour pouvoir en fait jouer, faire du prompt engineering pour que le modèle réponde exactement comme vous l'attendiez. Donc, le generate response là, on va d'abord déjà passer le self, qui est l'objet courant, et on va passer le contexte. On va appeler cela le contexte parce que ça va contenir toutes les informations qui ont été retirées de la base de données. Donc, on va mettre là même input corpus ou bien contexte comme ça. Pour le reste ici, on a déjà tout, donc on n'a pas besoin de ça. Donc là, on aura user context, user query context, avec tout ce qui est proche de ce que l'utilisateur a demandé. Et là, ça sera le semantic search. Donc ça fait juste appel à cette fonction-ci, semantic search. On va appeler ça self.semantic search. Et là, on passe le user query. Non, mais en fait, on n'est même pas obligé de passer directement ça ici. Parce que le semantic search doit être appelé une fois qu'on a reçu le message de l'interface utilisateur. Donc, on va même faire mieux. Ce qu'on va faire, on va retirer tout ça. Le generate response va juste prendre justement le contexte qui sera de type string. Pour l'instant, on fait comme ça. Et ici, similar test, oui, ça sera le contexte. C'est tout. Et ça va nous retourner un message qui sera comme un utilisateur, quoi, comme ChatGPT vous répond actuellement. Bon, pour l'instant, c'est bon. C'est vrai qu'on n'a pas trop testé, mais je pense qu'on aura forcément des erreurs. Et on va essayer de résoudre ces erreurs ensemble au fur et à mesure. Donc là, on peut déjà enregistrer notre rack system. On va aller sur la main. On va déjà importer le rack system là. Donc c'est ici. On va faire un from rack system. On va importer la classe rack system. Et déjà, il faut qu'on instancie la classe directement quand le fichier charge. On a vu que pour instancier la classe, on avait besoin de quoi? On avait besoin de la clé API d'OpenAI, de l'URI de connexion et des données. Donc on va aller là. Je pense que c'était justement tout ça. Je vais copier. Je vais mettre cela ici dans main. Du coup, je vais faire un rack system. Non, c'est pas ça. Comme ça, je vais appeler ça comme ça. Égal à rack system de OpenAI client. Donc du coup, je passe ça ici. DB connection URI, c'est ça. Et en troisième, c'est data path. Donc du coup, ça, je vais remplacer par data path. Je vais remplacer ça ici. Et ici, je vais uniquement mettre data path. C'est pas un seul fichier qu'on a, c'est tous les fichiers qui sont dans le répertoire data. Mais aussi, la bonne pratique, c'est de mettre toutes ces variables de connexion à l'utilisateur dans le fichier .env. Parce que ces informations sont généralement sensibles et ça ne doit pas aller sur GitHub. Donc du coup, là, je vais rajouter, en plus de la clé d'OpenAI, je vais rajouter le nom de la base de données, le dbname. On va mettre ça comme ça. dbname sera égal. On utilise OS là, on a oublié de l'importer, donc on va faire une import de OS. Import OS comme ça.
Du coup, on fait un os.getInf. Et là, on va appeler ça dbName, comme ceci. Et ce dbName là, ça sera dans le point env. On va rajouter ça. Ça sera comme ça. Donc là, on va appeler ça rack system. Ça sera le nom de notre base de données. Rack system. On va faire pareil pour les autres. Bon, je vais fermer quelques fichiers là. Là, je ferme aussi ça. Je ferme ça pour l'instant. Et aussi, je ferme également ça. Postgre, c'est le nom de l'utilisateur. Donc, on va mettre là db user. Ça sera tout égal à os.getInf db user. Après, c'est le password. On met db password. Du coup, là, ça sera le host. Du coup, là, je vais mettre port comme ça. Et là, je vais mettre... Du coup, toutes ces variables-là, il faut qu'on les crée dans le point env. Donc, ça sera ça, db user et db port. Et les valeurs, non utilisateur, c'est Postgre. On a password 1, 2, 3, 4. C'est juste en local. Et là, on a le port. J'enregistre. Et on va passer ces variables là ici. On va ouvrir les algolates. Et là, on va mettre le dbName. Là, ça sera le dbuser. Ça sera le db password là. Ça sera le host. Et ça sera le port. Du coup, là, on a maintenant tous nos variables dans le point env. Pour être sûr que toutes ces variables là soient toujours bien chargées, je pense qu'on va utiliser .env. Donc, on va faire from dot. Je crois que je ne l'ai pas installé. Install .env python. Généralement, c'est ça. Là, c'est la commande pour l'installer. Donc, je vais venir là, je vais faire le pip install python.env. Je tape entrée. Et du coup, là, c'est installé. C'est simple, mais c'est pour pouvoir être sûr que toutes les variables là qu'on met dans notre point env soient toujours chargées. Donc, je vais mettre from .env. Voilà. Je vais importer load.env. Ok, et du coup, lorsque mon fichier sera chargé, j'appelle juste load.env comme ceci. Et cela va charger toutes ces variables qui sont contenues dans mon fichier .env. À présent, nous sommes dans le fichier principal de démarrage de notre application. C'est là qu'intervient Chendit. En fait, Chendit, c'est juste un outil qui permet de très rapidement avoir une interface qui est utilisable et qui est exactement comme ChatGPT. Donc ici, ensemble, je vais vous montrer comment quelques fonctions vite fait que Chendit permet d'implémenter et qui va nous permettre par derrière de faire appel à notre rack system qu'on vient de mettre en place. Donc si on se dirige vers la doc de Chendit, je vais taper la Chendit comme ceci. Sur l'installation, pour installer c'est simple, ça s'installe avec pip, donc on exécute juste la commande de pip install Chendit. Donc je vais l'installer, je vais lancer cela pour que vous puissiez voir vous-même comment c'est exactement comme ChatGPT. On va voir ensemble les méthodes de base dont vous avez besoin dans ce projet.
Le but n'est pas d'explorer les fonctionnalités très avancées de Chainlit. On va juste se servir des fonctions de base. Et peut-être dans une autre vidéo, si cela vous intéresse, on peut faire une vidéo vraiment dédiée Chainlit pour montrer comment c'est un outil qui est très puissant. Ça peut vraiment permettre de développer un chatbot complet. Donc là, je vais commencer par installer Chainlit. On va aller là dans notre environnement virtuel. On va essayer d'installer Chainlit. Donc, c'est juste un pip install Chainlit. Et je tape entrée. Vous voyez que l'installation de Chainlit est terminée. Et là, on va intégrer en utilisant uniquement Python. On peut cliquer là. Vous voyez que là, vite fait, dans notre fichier d'entrée, on fait juste ce bout de code là, où il y a un décorateur onMessage qui sera appelé à chaque fois que l'utilisateur va envoyer une requête. On va juste récupérer dans le message.content ce que l'utilisateur a envoyé. Et c'est maintenant ce message là, nous allons calculer l'embedding, faire la recherche et après retourner un message à l'utilisateur. C'est aussi simple que ça. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de lancer, c'est de run Chainlit. Et pour lancer Chainlit, c'est juste cette commande là, Chainlit run, le nom du fichier principal, avec un "-w" qui permet de dire en fait que Chainlit va s'auto-recharger une fois qu'on va faire des modifications dans le fichier principal. Donc je vais juste copier ce code là, tout basique. Je copie et je viens coller dans notre fichier main.py. Donc là, je vais importer Chainlit tout en haut plutôt. Pour l'instant, je laisse uniquement ce message là. Donc ici dans mon terminal, je vais lancer Chainlit avec la commande qu'on a vue sur la documentation. C'était Chainlit run. Notre fichier principal c'est dans src/main. Donc src/main. On met un "-w" pour activer en fait le reloading. Donc au fur et à mesure, lorsqu'on va modifier le bout de code dans notre fichier de code, il suffira juste de faire un CTRL S pour que cela s'enregistre automatiquement sur notre interface. Je tape entrée. Et là, on me dit que cursor is not defined. On va essayer de voir où est-ce qu'il y a l'erreur. Ici. Ici, on fait appel à cursor, on dit que ce n'est pas défini. Donc ça, on doit importer en fait cursor de Psycop. Du coup, c'est comme ça. On importe cursor. Du coup, si je réexécute, et là on me dit password authentication failed for user Postgre. Donc justement là on n'a pas encore configuré notre base de données, donc c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer notre base de données. Parce que là j'ai mis dans le point env une base de données Rack System, mais on n'a pas encore créé cette base de données. Donc moi j'ai un outil qu'on appelle dbriver. Vous pouvez aussi utiliser pgadmin pour pouvoir en fait créer votre base de données très rapidement. Donc là ça s'ouvre. Normalement, si vous venez de la vidéo précédente, vous avez cette version là de la base de données. Bon, moi je vais créer une base de données que je vais appeler juste Rack System. L'utilisateur c'est Postgre, il faut bien vérifier que l'utilisateur c'est Postgre ou bien un autre utilisateur d'ailleurs. Donc je tape OK et là j'ai ma nouvelle base de données Rack System. Et mon port, c'est le port 5433. Donc il faut bien vérifier tous vos paramètres. Donc si je relance, on voit bien que la connexion a réussi. Donc lorsque le fichier main a été exécuté, on a instancié notre Rack System. Donc c'est passé sans erreur, ça veut dire que tout ce code là a bien été exécuté. Donc là on s'est bien connecté, ça a créé l'extension vector et ça a forcément créé aussi la table embeddings. On peut aller pour voir. Si j'arrive là dans ma base, tout à l'heure c'était vide. Si je rafraîchis,
Je rafraîchis, je vais dans schéma, public, table. On voit là qu'il y a une table qui est embeddings avec ID, document et embedding. Ici, on va mettre dans extension. On va voir qu'il y a une extension vector. Donc, notre rack system a bien été initialisé et on a tous les éléments pour commencer à enregistrer les documents dans notre base de données. Et si je reviens là, on voit comme me dit la Chainlit a démarré sur le port 8000. Donc, je clique là, ici, et je vois la Chainlit. Donc, vous voyez que là, ça ressemble typiquement à une interface type ChatGPT. On crée des new chat et c'est possible de personnaliser ça. On ne va pas faire cela dans cette vidéo, mais c'est vraiment possible de personnaliser. Vous voyez que là, vous avez vos conversations. Ici, vous pouvez entrer votre message. Et c'est ce message qui est pris par derrière dans ce décorateur onMessage. Vous voyez là, normalement, ça récupère le message que vous allez entrer. Et le cl.message permet de renvoyer un message sur l'interface. Si vous voyez là, par exemple, j'entre un message là, bonjour. Comme ça. Vous voyez ce message là, receive, bonjour. Donc, c'est exactement ça. Le message.content. Donc, dans message.content, on a le message que l'utilisateur le message comme ça, .content. On a le message que l'utilisateur en fait a saisi ici. Vous voyez que c'est ce message là qui va justement être transformé en embedding. On va faire une recherche de similarité et après on va avoir le résultat de notre recherche. Et ce résultat là, on va simplement envoyer ici. Et ça sera retourné sur l'interface Chainlit. Donc avant de faire ça, si on repart sur Chainlit pour voir d'autres décorateurs, vous voyez là, on a pour le onMessage, on a plusieurs autres concepts. Si on va sur Interaction là, ici vous voyez on a le onChatStart. Ça c'est une méthode qui est appelée à chaque fois qu'un nouveau chat est démarré. Donc à chaque fois qu'une nouvelle discussion est démarrée sur votre interface, à chaque fois qu'il y a une nouvelle discussion, donc voilà, il y a un create new chat. Vous pouvez maintenant écrire cette fonction-ci qui va permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, si je vais prendre encore un autre exemple, on va aller dans concept et je vais prendre par exemple le concept sur les starters. Prenons les starters, on va copier tout ce code-ci. Je vais venir mettre. On n'aura pas besoin de ça pour ce projet, mais c'est juste pour vous montrer comment Chainlit fonctionne. C'est juste pour vous montrer comment Chainlit fonctionne. Du coup, là, je vais mettre entrée. Je fais CTRL S, j'enregistre. Là, les erreurs ici, c'est normal parce qu'on a mis des chemins vers le public, mais ça n'existe pas. Donc, on va juste aller voir ce que ça donne côté interface. Vous voyez que là, c'est exactement comme ce que vous voyez quand vous venez sur ChatGPT, des exemples de questions que vous pouvez directement poser. Donc, vous pouvez rajouter en fait cela. Comme ça, lorsqu'on charge votre chatbot, on voit directement le type de questions que vous pouvez poser, vous pouvez demander au chatbot. Mais nous, on n'a pas forcément besoin de ça. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça... C'est juste pour vous montrer que ça existe. Je vous recommande d'aller peut-être lire la doc si vous voulez en fait rajouter plusieurs fonctionnalités. Parce qu'il y en a tellement. Il y a même un moyen d'enregistrer un audio. Il y a un moyen de sortir des PDF. En fait, il y en a tellement de fonctionnalités. Même pour les images, il y a la possibilité d'entrer une image ou bien de retourner une image sur l'interface. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer déjà sur les messages. Donc je vais retirer tout ça. On doit calculer l'embedding de ce message. Essayons cela ensemble. Ça va nous donner en fait cette opportunité de tester si nos fonctions qu'on a implémentées marchent pour de vrai. Donc ici, on va faire... Donc ici, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va mettre user query vector. Ça sera égal au rack system. Donc on fait appel au rack system. Point. Et normalement, je crois que c'était compute embedding. C'était ça. Et là, ça attend un document. Mais pour l'instant, on va juste passer le message de l'utilisateur, message.content. Et ici en bas, ce que je vais te faire, c'est que je vais print le user query vector. Donc, on va entrer un message à l'utilisateur. Je vais entrer bonjour.
Je vais taper entrée et on va voir ce qui va se passer ici. On me dit que j'ai une erreur de connexion à l'API. C'est parce que je n'ai pas entré ma clé. Là, il faut s'assurer d'avoir une clé OpenAI. Là, je vais mettre ma clé. Là, c'est la clé OpenAI. Du coup, je vais exécuter. Je viens là et je vais entrer à nouveau. Bonjour. Je vais taper entrée. J'arrive là. Bon, généralement, souvent, il faut redémarrer VS Code. Si vous avez la même erreur, essayez de redémarrer VS Code pour voir. Du coup, là, je vais fermer et réouvrir mon code. Voilà, je vais faire code de chatbot. Je vais relancer Chainlit. Voilà, je vais agrandir à nouveau. Chainlit run. Et c'était quoi? C'était src main-w. Là, je vais à nouveau entrer. Bonjour. Voilà que le vecteur a été calculé. On vient juste on a juste print le user query vector. Voici à quoi ça peut ressembler. Donc, vous voyez qu'il y a une requête vers l'embedding. Vous voyez qu'il y a une requête vers embedding de l'Open. Vous voyez qu'il y a une requête vers OpenAI qui a été faite. L'embedding a été calculé et ça nous a retourné en fait le vecteur. Voici un vecteur là qui est vraiment la représentation sémantique du mot bonjour. Et vous voyez que ce message a été pris de quoi? De l'interface de l'utilisateur. C'est ce bonjour là qui a été transformé. Donc à la place de retourner cela, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va, une fois qu'on aura calculé le vecteur, on va juste faire une recherche sémantique dans notre base de données. Donc pour cela, nous allons aller encore dans notre RAG system. Il y a Semantic Search. Donc on peut directement faire appel à Semantic Search qui prend la user query de base. Donc ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va faire une Semantic Search. Semantic Search est censé nous retenir tous les passages qui sont très proches de la requête utilisateur. Donc on va afficher ces passages-là. C'est grâce à ces informations-là que le modèle GPT-4 va répondre à l'utilisateur. Mais avant tout, je viens de penser qu'on n'a pas chargé les informations dans notre base de données. On n'a pas chargé tous ces documents-ci dans notre base de données. Si on voit notre base de données là, elle est encore vide. Donc ce qui fait en sorte que cette fonction-ci ne va pas marcher. La fonction Semantic Search ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de données dans la base de données. Donc on va donc insérer toutes ces données-là avant de continuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un script là dans le source qui va permettre de charger ces données. On ne peut pas directement mettre ça dans le fichier main, ce qu'à chaque fois qu'on va exécuter notre chainlit run, donc à chaque fois qu'on va lancer, on va démarrer notre serveur, il va essayer à chaque fois de charger les données dans la base de données. Ce n'est pas le comportement qu'on veut. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier. Je vais appeler ça store data, tout simple. Store data. Comme ceci. Et là, ce fichier aura besoin de tous les paramètres de connexion qu'on a ici. Donc ici, je vais dans la main, je prends tout ça. Je viens là dans Store Data. Je vais juste définir une fonction que j'ai toujours appelée Store Data. Et cette fonction va tout simplement exécuter le script qui est dans RAG System. D'ailleurs, il y a une erreur là, c'est System comme ça. Même ici, c'est System. Moi, j'ai mal défini ça dans ça. Ah, c'est le nom du fichier qui n'est pas bon, donc je vais renommer cela. System, comme ça. Du coup, là, c'est bien RAG System. On va accéder à notre RAG System. Et le nom de la fonction, c'était, on va aller regarder, c'était ça, Store Documents. Bien là, on met RAG System.Store Documents. Ça ne prenait rien en paramètres. Donc,
On va juste rendre ce fichier exécutable. If name égale main. Et on va juste appeler notre store data comme ceci. Ce qu'on peut même faire, c'est que ça, on instancie ça directement dans notre fonction là. Quand tout est compilé, ça n'instancie pas automatiquement notre RAG system. C'est uniquement lorsqu'on va appeler le store data, donc lorsqu'on va exécuter ce fichier-ci, qu'on va instancier notre RAG system et accéder à la fonction qui permet de tout enregistrer dans la base de données. Donc, store document, c'est bien ça. On peut mettre quelques logs là. On va print déjà ça. Parce que je me doute que peut-être il pourrait avoir des erreurs. Donc, directement, on va voir à quel niveau il peut avoir une erreur. Donc, je vais ouvrir un autre terminal. On va exécuter le fichier src store data comme ça. Et du coup, là, on me dit free variables. Ici, il y a une erreur là. File for files in file path. Ah, ça, c'est, il n'y a pas S là. C'est tous les fichiers contenus dans files path. Donc, j'enregistre. Peut-être que vous avez déjà vu l'erreur, mais si vous n'avez pas vu l'erreur, vous pouvez rectifier cela ici. Du coup, là, je vais réexécuter. Je vide mon terminal comme ça. Et je réexécute. Et là, il y a un problème d'encodage. Vous voyez déjà là que le document path, ça me donne une liste de tous mes fichiers .txt qui sont là. Du coup, c'est une liste de chaque fichier. Là. Donc, apparemment, le problème vient d'ici. Je vais essayer d'afficher ça, voir. Je vais afficher ce chemin. Je vais appeler ça path, comme ça on voit facilement. Bon, voici le fichier data slash. Donc là, on a déjà en fait joint les deux. Donc le problème vient lorsqu'on essaie de lire. Je me disais bien qu'il peut y avoir des problèmes, c'était pourquoi on résolve cela ensemble. Donc là, le problème là, c'est un problème d'encodage du texte là, nos données. Par moi, il y a des, ah oui, il y a ça, des caractères ici qui ne sont pas bien encodés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer ces caractères là. Vous voyez là, il y a un problème d'encodage. Donc là, on va mettre là, il y a un encoding, c'est UTF-8 normalement. Bon, et quand on a les erreurs, qu'on remplace ça par un caractère spécial. Donc j'enregistre et je vais essayer de réexécuter. Normalement, ça devrait être bon. Là, je vais supprimer ça. Donc là, on sait que pour enregistrer nos données, on exécute juste ça. Là, je vais taper entrée. Du coup, il y a le premier, voilà. Vous voyez que nos données là sont en train d'être enregistrées dans la base de données. Ça lit le document, ça calcule l'embedding avec à l'aide d'OpenAI et ensuite ça enregistre dans notre base de données. Normalement, tout est en train de bien se passer. On va attendre que ça termine d'enregistrer. Ok, du coup là, tous les documents ont été enregistrés. On va aller dans notre base de données qui était vide normalement. Et si là je mets un refresh, ok, du coup là on a le texte qui est ici et après on a le vecteur associé, donc on a tout là. Donc maintenant, on a tous nos vecteurs qui ont été sauvegardés. On peut continuer avec le développement. On va aller dans le main.
Maintenant, ça peut marcher. Notre fonction semantic search, normalement, peut nous renvoyer quelque chose. Parce que là, on a tous nos données qui sont sauvegardées dans la base de données. Donc, on va aller sur notre interface Chainlit. Donc, le serveur s'est arrêté. Je vais redémarrer. Et j'ai vu qu'il y avait une erreur dans main. Tout à l'heure, on a changé le nom du fichier. On n'a pas changé là. Donc, c'est rack system comme ça. Là, j'enregistre. Je vais redémarrer le serveur. Ok. Du coup, si je tape juste bonjour, je viens là. Voilà ce qui a été retourné quand on tape bonjour. Là, c'est le contexte. Vous voyez que là, j'ai pris user query vector. La recherche sémantique nous a retourné ça. Nous a retourné ça parce que forcément, ça a vu déjà, il y a bonjour là. Et il y a forcément des bonjours dans d'autres passages. Du coup, ça nous a retourné ce document-là. Pour rappel, la fonction semantic search nous retourne un contexte. Donc, on va partir sélectionner en fait les vecteurs ou bien les enregistrements qui sont plus proches de ce que j'ai demandé. Au final, si vous vous souvenez, on a récupéré les deux documents dans notre base de données qui sont plus proches de la requête utilisateur. On a juste pris le record 1 qui correspondait au document. C'est pour ça que vous voyez là, c'est le document qui était renvoyé. Mais c'est un document qui est sémantiquement très proche de ce que l'utilisateur a demandé. Donc là, on a concaténé cela en faisant le point join. Donc ici, on a vraiment le contexte. Donc là, je vais changer, c'est user query context. C'est ça qu'on a affiché là ici. Je vais corriger ça, c'est rack system. Rack system. Et une fois qu'on a ce contexte là, on fait appel à notre rack system pour pouvoir générer une réponse finale. On peut mettre final response peut-être là. Ça sera égal au rack system. La fonction s'appelait generate response et ça prenait justement le contexte. Donc user query context. Donc là on a la réponse finale que le modèle, un modèle de GPT-4 en l'occurrence, c'est ce qu'on a choisi là, GPT-4o. Il va se servir de tout ce contexte là, de ce qu'on a retiré de notre base de données pour pouvoir générer une réponse. Donc là, pour envoyer une réponse à l'utilisateur, on utilise juste ça, send response back to the user. Dans la place de receive message content, je vais juste passer final response comme ceci. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour pouvoir vraiment améliorer tout ça. Mais essayons déjà avec ça. Et on va prendre une question peut-être beaucoup plus logique. Quand j'ai eu alors, la fac des lettres se trouve à Lorient. Bon, où se trouve la fac des lettres? Je vais juste poser ça en fait. Bonjour. S'il vous plaît, où se trouve la fac des lettres? Bon, là, on a un problème. On a une erreur. Du coup, on va aller voir ce problème-là. On dit client is not defined. Ah oui, parce qu'ici, ce n'est pas client. C'est self.openAI client. On enregistre. Donc, on va encore entrer bonjour. Où se trouve la fac de lettres, s'il vous plaît? Et on regarde ce qu'il va nous répondre. Bonjour, vous cherchez à savoir si l'université propose des stages de perfectionnement en anglais. La faculté d'élèves se trouve à Lorient. Donc, je vous recommande de les contacter directement pour obtenir. Donc là, il avait trop d'éléments dans son contexte. Il a bien indiqué où se trouve la fac de lettres, mais il avait encore trop d'éléments dans son contexte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va passer la question pour qu'il réponde uniquement à la question posée. C'est intéressant ici de passer aussi la question d'origine. Parce que là, il va générer une réponse juste avec le contexte, mais il n'a pas la question d'origine qui a été posée. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que non seulement on va passer tout le contexte, donc tous les éléments dont il a besoin pour répondre, mais en deuxième lieu, on va aussi passer le user query de base, donc le message.content. C'est mieux de sauvegarder cela dans une variable. Il va appeler ça user query. Ça, c'est message.content. Et du coup, ce user query est utilisé ici.
et également ici. Donc on va modifier cette fonction-ci pour prendre le contexte et le user query. On va dire tiens, un assistant dans un accueil d'université, tu vas te servir de la question de l'utilisateur et là on va passer la question de l'utilisateur qui est user query. On met le F là et ensuite on passe des variables dans les alcoolates et répondre en langage naturel en te servant de ces informations. Là c'est vraiment un prompt très basique, ça peut largement être amélioré pour qu'il vous réponde de façon plus sophistiquée. Donc on va aller poser la même question. Bonjour, où se trouve la fac de lettres, s'il vous plaît? La faculté des lettres se trouve à Lorient. Si vous cherchez des informations ou que vous devez vous y rendre, c'est là-bas qu'il faut y aller. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous voyez que là, ça a drastiquement changé à l'aide du prompt qu'on a fait. Là, le chatbot vient de nous répondre en se basant uniquement sur les données internes. Et si je pose justement une autre question, avez-vous des informations concernant les stages? Avez-vous des informations concernant les stages? Je ne sais pas s'il y a de l'information, mais je pose pour savoir s'il va me répondre. Donc là, en fait, il se sert des données qu'il a à l'interne pour répondre. C'est exactement comme ça que fonctionne un RAG. Mais comme j'ai dit, je le dis toujours, il y a plusieurs manières d'améliorer cela. Et même de contrôler les réponses qu'il te fournit. Parce que là, on ne sait pas s'il hallucine ou bien si c'est vraiment des contextes, de nos informations qui sont dans notre base de données. Et ici, juste pour vérifier que ces informations-là, parce que là, on met la fac des lettres se trouve à Lorient. Si on va chercher les informations qui ont été retirées de notre base de données, on va bien voir que l'information est vraie. Du coup, vous voyez là. Oui, alors la fac de lettres de langue se trouve à Lorient. Donc, vous voyez que là, ça c'est vraiment des données qui sont en interne ici. Là, c'est juste un print du contexte ici que j'ai fait. Donc là, je vais enregistrer le RAG qu'on vient de mettre en place là. Je vais mettre tout cela sur Git pour que vous aussi, vous puissiez déjà avoir accès au code et essayer de changer le prompt pour voir comment le chatbot réagit. Vous pouvez également brancher une autre source de données. Là, on a téléchargé des fichiers qui sont disponibles sur Internet, des fichiers au format TXT. Mais vous pouvez choisir d'autres sources de données et personnaliser cela pour développer votre propre RAG sur votre propre source de données. Servez-vous au maximum de Chainlead pour pouvoir en fait améliorer l'expérience utilisateur. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, la fin de cette mise en service de notre application du RAG. Merci pour tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et j'espère que vous avez beaucoup appris durant cette vidéo. À présent, vous avez des bases solides pour pouvoir mettre en place votre propre RAG. On a développé un RAG que vous pouvez brancher à n'importe quelle source de données et améliorer cela en faisant notamment du prompt engineering pour améliorer la qualité des réponses générées par notre LLM. Si vous voulez, bien plus tard dans cette série, on va faire en fait une vidéo pareille en utilisant des modèles open source, donc pas besoin de clé API, que ce soit pour calculer les embeddings ou bien pour générer la réponse finale. La prochaine vidéo portera justement sur le déploiement. Oui, on a bien développé notre système, ça fonctionne bien en local. Comment mettre cela sur un serveur, comment déployer pour que tout le monde ait accès. On va notamment parler de la dockerisation. Je comptais faire cela dans cette vidéo, mais sinon elle sera trop longue. Donc on va faire cela dans la prochaine vidéo. On va, que ce soit la base de données Postgre, l'extension pgvector, tout notre projet sont dans des conteneurs Docker, ce qui facilitera par la suite le déploiement sur un serveur. On va notamment utiliser Traefik comme reverse proxy et on va configurer des Docker Compose pour pouvoir gérer tous nos conteneurs. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer cette vidéo là parce qu'elle sera très instructive. Et ça sera un guide pas à pas vers le déploiement d'un chatbot. Je vous remercie et à très bientôt sur Mastering AI.